Donc, qu'est-ce qu'une expérience traumatique? Alors, par rapport à l'expérience traumatique, ce qui me semble important d'avoir en tête, contrairement là encore à ce que l'on pourrait souvent penser, c'est que ce n'est pas la nature de l'expérience qui est traumatique. Alors, bien évidemment, il y a certaines expériences qui sont plus facilement, où on a plus facilement tendance à les vivre de façon qui peuvent être traumatisantes, mais ce n'est pas tant l'expérience, la nature de l'expérience qui est traumatisante, mais c'est la façon dont elle est vécue subjectivement. Et heureusement que c'est comme ça, parce que de toute façon, si c'était la nature de l'expérience qui était traumatique, eh bien les psychothérapeutes, ils pourraient aller faire un autre boulot. Hein. Et donc, c'est la façon subjective dont est vécue l'expérience qui va créer cette empreinte, qui va créer ce traumatisme. Et donc ça nous renvoie à ce que un philosophe grec qui s'appelait Épictète, il avait dit depuis longtemps, puisque c'était à l'époque non pas de la crise actuelle, mais des Grecs d'il y a plus longtemps, où il avait dit « ce ne sont pas les événements qui affectent l'homme, mais le sens que l'homme leur donne ». Et c'est pour cela que dans ce qui se joue, par exemple au moment de la vie intra-utérine ou au moment de la naissance, si la maman informée peut donner des explications, donner des informations à son bébé, alors ce qui autrement pourrait être une expérience traumatisante peut ne pas l'être. Donc, qu'est-ce qui va caractériser une expérience donc, qui est vécue de façon traumatisante? On a toujours une charge émotionnelle qui est très forte. Et bien évidemment, cette charge émotionnelle, elle est en lien avec des émotions dans le registre, dans la palette de la peur, la terreur, la tristesse, désespoir, colère, dégoût. Et l'intensité émotionnelle de l'expérience fait qu'il y a comme une pétrification de l'être, on pourrait dire, psycho-émotionnel de l'enfant ou du bébé à ce moment-là. C'est comme si l'expérience, si ça c'est la taille, si vous voulez, de l'enfant, il y a quelque chose qui se pétrifie. Et puis après, dans le temps, c'est comme la dimension, on pourrait dire physique, continue de grandir. Dans les autres dimensions, on pourrait dire psycho-émotionnelles, continue de grandir. Mais il y a quelque chose qui est pétrifié. C'est la plus petite poupée gigogne à l'intérieur des plus grandes enveloppes. Et ce que j'ai pu observer qui caractérise une expérience traumatique, les caractéristiques, on retrouve tout le temps les mêmes caractéristiques. Donc, il y a une émotion forte plus. Ensuite, qu'est-ce qui fait qu'il y a cette émotion forte plus? Eh bien, c'est lié à la signification, donc, que cette expérience, elle prend pour l'enfant, mais le jeune enfant, ou des fois l'adulte aussi. Et l'intensité de l'émotion, elle est en lien avec soit le manque d'infos, le manque d'informations, ou des informations qui sont fausses. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Il y a quelques années, par exemple, j'avais eu en consultation un jeune homme qui vivait en couple et qui était confronté dans sa vie intime avec son épouse à se sentir très mal à l'aise dans les moments d'intimité sexuelle. Et il se sentait très mal à l'aise dans ces moments-là parce que lorsqu'il avait une relation sexuelle avec sa compagne, il avait l'impression de l'agresser. Alors qu'il n'était pas violent, mais il avait une émotion où il avait l'impression de lui faire du mal. Dans le travail d'accompagnement que j'ai fait avec cet homme, en relaxation, cet homme a retrouvé un moment où il devait avoir, ça devait être 18 mois, 1 an et demi par là,
il marchait en tous les cas. Et donc, il retrouve une scène où il voit son père et sa mère, je crois que ça se passait dans la cuisine, en train d'avoir une dispute. Et cette dispute se termine par la mère qui s'en va en claquant la porte. On va dire ce tableau-là s'arrête, et puis ensuite il retrouve un autre tableau où il est le soir dans sa chambre tout seul, inquiet par rapport à ce qui s'est passé, est-ce que sa maman est partie, qu'est-ce que... Hein, il n'arrive pas à dormir, il entend des bruits dans la chambre à coucher de ses parents, il se lève, et il entrouvre la porte de la chambre des parents, et là, il voit, on va dire, une scène de ses parents en train de faire l'amour, et où il entend des cris, des gémissements et des soupirs. Juste à partir de l'apparence de cette situation et par rapport au contexte dans lequel il se trouvait, lui, de son point de vue, où il en était resté avec la dispute des parents et la violence qu'il y avait, à ce moment-là, pour lui, son père est en train de faire du mal à sa mère. Et c'est un marquage extrêmement important. Et à partir de là, bien évidemment, eh bien, chaque fois qu'il se retrouve dans sa vie de couple, dans cette situation d'avoir une relation sexuelle, il y a cette mémoire-là qui revient à la surface et qui l'envahit et qui le limite, on pourrait dire, dans son libre arbitre d'homme et d'époux. Alors, par rapport à ça, donc il y a ce manque d'infos ou des infos qui sont fausses. C'est pour ça aussi que vous avez peut-être entendu parler en psychanalyse, on utilise un terme qui est amusant d'ailleurs au niveau de ce que ça peut induire de la sexualité des parents. En psychanalyse, on parle du coup je vais oublier. La scène primitive. On parle de la scène primitive pour désigner, on pourrait dire, la relation sexuelle des parents du point de vue de l'enfant. Et il est souvent dit que la scène primitive, un enfant qui est confronté à la scène primitive, c'est toujours quelque chose qui est traumatisant pour lui. Mais pourquoi on a constaté cela ? Tout simplement parce que culturellement, tous les tabous qu'il y avait, encore plus il y a un certain nombre d'années, à la grande époque on pourrait dire du début de la psychanalyse, et de façon générale encore dans notre société, ce tabou fait qu'il est bien difficile encore pour les adultes et les parents de parler simplement de la sexualité, mis à part la reproduction des fougères, etc., comme on l'apprend, mais de façon générale parler de la sexualité, et encore moins de leur propre sexualité à leurs enfants. Et ce qui fait que les enfants, lorsqu'ils y sont confrontés, d'une façon ou d'une autre, et ils y sont confrontés, comme dans l'exemple que j'ai donné, eh bien, n'ont pas d'autres repères pour comprendre ce qu'ils ont pu voir que les repères de l'illusion des apparences. Donc, là encore, c'est pas tant le fait que la scène primitive soit quelque chose de traumatisant, c'est la façon subjective dont l'enfant va le vivre. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faille installer vos enfants dans un fauteuil pour assister à vos ébats amoureux, mais c'est autre chose. Une autre caractéristique par rapport à une expérience vécue de façon traumatisante, c'est que, en fait, la situation va faire que l'enfant, et encore plus, vous voyez bien, si c'est le nouveau-né ou le fœtus, ne va pas pouvoir avoir de possibilité de décharge émotionnelle, de libération, on pourrait dire, du trop-plein émotionnel. C'est pour ça que ça va rester enquisté. Et il n'y a pas non plus de possibilité de verbalisation, même quand il y a la parole qui est déjà installée. Mais vous comprenez bien que si on est à la naissance et dans la vie intra-utérine, la verbalisation, ce n'est pas pour le moment. Et l'autre caractéristique, pas de possibilité
de réconfort verbal, de réconfort physique et de réconfort, on pourrait dire, informatif, d'avoir les informations justement qui manquent. Ces caractéristiques-là sont extrêmement importantes parce qu'en fait, ça nous donne comment se met en place le traumatisme. Eh bien, ça nous donne des indications. En sachant comment il s'est fait, eh bien, on sait comment le défaire. C'est tous ces éléments-là qui pourront être importants de pouvoir se mettre en place, inversement, faire ce qui n'a pas pu se faire en ce temps-là, dans le travail d'accompagnement thérapeutique que l'on peut faire avec les personnes. Donc c'est pour ça que, bien évidemment, plus on est en deçà de l'étape du langage, et plus on est vulnérable aux situations auxquelles on peut être confronté, parce que pas de possibilité de pouvoir verbaliser et pas de possibilité, ou très difficilement, jusqu'à présent, de pouvoir avoir des informations. Mais il y a possibilité, justement. Je suis en train d'écrire en ce moment un bouquin, justement, destiné aux futures mamans, pour présenter les différentes étapes auxquelles le bébé fœtus, par lesquelles il passe, et tout ce qui peut être marquant pour le bébé fœtus. Et à partir de là, qu'est-ce que les mamans, à ces moments-là, peuvent faire, peuvent donner comme information, explication, en connaissant la réalité de chacune de ces étapes, pour éviter justement qu'on ait ces traumatismes. Qui font qu'une expérience est vécue de façon traumatisante. Oui. Alors, il y a les émotions, une émotion forte, plus, dans la gamme des peurs, terreur, tristesse, désespoir, colère, dégoût. Ensuite, la deuxième caractéristique, qui est en lien avec la première, parce que c'est le manque d'infos ou des informations qui sont fausses, puisque c'est cela qui va contribuer à l'intensité et à la nature de la charge émotionnelle. Ensuite, pas la possibilité de décharge émotionnelle. Ensuite, pas de possibilité de verbalisation. Et ensuite, pas de possibilité de réconfort verbal, physique et informatif. Est-ce que c'est pas une raison aussi pour laquelle la vie est bien faite et qu'on ait cette amnésie infantile, quoi, finalement ? Alors, oui, la vie est bien faite. Justement, c'est l'étape suivante. Excellente question. Les conséquences.